ministre disait que cette réunion était un formidable creuset pour entendre vos propositions. Ben, on entend aussi en creux dans le message de Bernard Langlais qu'il y a encore des points sur lesquels avancer. Concrètement, qu'est-ce que vous voulez faire entendre dans le cadre des assises, notamment dans le cadre de cette fameuse déclaration de Malmort qui est distribuée dans les sacs à tous les participants? Bien, je vais commencer à mon tour par remercier le ministre de Rugy parce que l'acte qu'il a posé en son absence de prendre le temps d'enregistrer cette vidéo, nous ne pouvons, je crois, qu'en être sensibles. Je dis ça parce qu'on en a connu quelques-uns, des ministres, et je ne parle pas forcément de ceux élus depuis 2017, mais même avant, qui n'auraient pas posé cet acte-là. Donc je crois que nous devons le remercier et y être objectivement sensibles. Beaucoup de choses ont été dites dans cette déclaration, beaucoup de choses que nous partageons. Pour autant, il nous semble qu'il nous reste encore un peu de chemin à parcourir. Et je voudrais profiter de ce colloque et puis de sa labellisation. Ce matin, on l'a évoqué, qui lui donne un relief peut-être particulier, en tout cas qu'il n'aurait sans doute pas eu s'il s'était tenu comme nous l'avions envisagé au printemps dernier. Et puis la présence aussi à nos côtés de gens qui jouent un rôle éminent dans la coordination, l'animation autour de ces questions fondamentales de l'eau, des assises de l'eau. Et je le remercie non seulement d'être là, mais de toujours s'exprimer avec franchise, y compris parfois, comme tu l'as encore refait ce matin, pour dire que même ça ne se bâtit pas, ça ne va pas de soi, et que cette deuxième partie des assises de l'eau n'allait pas de soi, et que tu as avec d'autres contribué à ce qu'elle ait lieu. Aujourd'hui, il n'existe pas entre le discours du ministre et ce que nous portons à l'ANEB ou à la FEPTB de différenciation majeure. Par contre, ce que nous constatons, c'est qu'entre le discours et la réalité, il existe encore des distorsions importantes. J'en veux pour preuve que, au-delà des changements législatifs que nous avons évoqués un peu ce matin, que Bernard a réévoqué, la phase dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui et dans laquelle se trouve un certain nombre d'outils, parmi lesquels les EPTB, demain les épages, et puis les syndicats de rivière, bref, tous les acteurs de l'eau connaissent aujourd'hui des difficultés réelles dans la période que nous traversons. La réalité, c'est que la mutation, le changement qui intervient, les réorganisations que cela entraîne, les modalités de financement qui évoluent avec des désengagements de collectivités, mais pas forcément devant l'engagement d'autres collectivités. Je pense notamment au phénomène de désengagement des conseils départementaux qui longtemps ont été un peu figure de proue, un peu moteur de nos politiques, au profit, depuis janvier dernier, en principe, des EPCI à fiscalité propre ou des métropoles. Tout ça ne se fait pas sans difficulté réelle et sans même parfois remettre en cause un certain nombre d'actions d'acteurs locaux et historiques sur un certain nombre de nos bassins. Donc, nous pensons, et c'est l'objet de cette fameuse déclaration de Malmort, qu'il reste 3 axes, 3 points sur lesquels nous souhaiterions entrer dans un dialogue, j'allais dire, constructif avec le gouvernement. Le premier, c'est la question de l'organisation. Si nous sommes tous d'accord, et personne, je n'ai en tout cas entendu aucune autorité gouvernementale ou autre dire le contraire, pour réaffirmer l'absolue nécessité de l'échelle du bassin versant comme l'échelle adaptée aux différentes actions qui sont les nôtres, il manque aujourd'hui un outil à caractère national couvrant le territoire qui garantisse qu'il y a une couverture et une prise en compte de cette dimension de bassin versant. Et la GEMAPI, de ce point de vue-là, en étant fléchée sur le bloc communal EPCI à fiscalité propre ou sur les métropoles,
porte potentiellement en elle un risque d'émiettement de cette vision par bassin versant, avec un repli sur des territoires réduits à ceux des EPCI à fiscalité propre. Et nous avons donc besoin de réfléchir avec l'État à quel dispositif, ou contraignant, ou à travers des outils, au contraire, ou des outils qui permettraient, j'allais dire, de favoriser cela. Il peut y avoir des politiques incitatrices, volontaristes qui s'inscrivent. Comment garantir une organisation qui garantisse le fonctionnement et le fonctionnement à l'échelle du bassin versant. Aujourd'hui, ce chantier-là est un chantier sur lequel il faut que nous avancions plus que nous ne l'avons fait jusqu'à présent. Sinon, le risque est réel que tout ça finisse par s'émietter au-delà du discours que nous partageons tous. Et donc il y a là, je pense, un des enjeux sur lesquels il faut que nous avancions. Et c'est pour ça que nous demandons à la fois la mise en place d'un cadre d'organisation de la gestion de bassins versants qui soit homogène sur le principe et qui soit souple sur les solutions qui pourraient être émises. Mais il y a nécessité vraiment à ce que nous entamions ce chantier-là. Deuxième élément, et le ministre l'a dit, et je trouve que c'est extrêmement important, c'est la question de la planification et de la programmation. Il a utilisé, je crois, le mot de planification. Bien évidemment, nous le voyons bien, d'ailleurs, tous les débats qui sont les nôtres, tous les sujets que nous abordons, et Dieu sait qu'ils sont vastes et stratégiques à bien des égards, témoignent de l'absolue nécessité de planifier et de programmer. Et là aussi, nous avons pour ça des besoins de remettre à plat, de mettre à plat un certain nombre de dispositifs qui passent par des outils qui doivent aider les territoires à se préparer à l'avenir. On l'a évoqué sur un sujet éminemment d'actualité qui est l'adaptation au changement climatique, mais on le voit bien sur toute une série de chantiers au-delà de celui-là, même si celui-là finalement couvre tous les autres, cette absolue nécessité. Et pour ça, nous pensons qu'il faut que nous généralisions la planification et la programmation opérationnelle de bassins pour que la ressource devienne un atout pour l'ensemble des territoires. Et puis le troisième point, je l'ai évoqué rapidement, mais enfin, il est quand même crucial. Je sais bien que c'est toujours un peu désagréable de parler argent, mais en même temps, sans argent, il est difficile d'envisager d'avoir de grandes ambitions. Nous sommes dans un contexte, je n'y reviendrai pas, où chacun d'entre nous, les élus en tout cas, sommes quotidiennement, depuis un certain nombre d'années, disons-le, confrontés à des difficultés budgétaires de financement. L'euro public devient rare, nous sommes confrontés à faire des choix, parfois des choix douloureux, et dans le cas d'espèce, je l'indiquais tout à l'heure, les changements législatifs, la perte de compétences générales, le fait qu'à un moment, le transfert de compétences, ou plus exactement la prise de compétences GEMAPI vers des collectivités qui jusque-là ne s'en préoccupaient pas forcément, au détriment d'autres collectivités, même si, et je dois le dire, le travail parlementaire a permis des avancées concrètes, opérationnelles, je pense à celle en particulier portée par le député Fesneau sur la GEMAPI et notamment la possibilité offerte au département de poursuivre pour ceux qui exerçaient de la GEMAPI avant l'adoption de cette loi, de poursuivre au-delà de 2020, qui était jusque-là la date butoir, est une avancée concrète, que la sécabilité des items dans la possibilité de les déléguer ou les transférer constitue également une avancée. Il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous constatons, d'une part sur la GEMAPI, que le transfert de charges et du coup le transfert de recettes pour les établissements qui prennent en charge cette politique ne se fait pas dans de bonnes conditions et que notre financement est fragilisé et cela peut avoir des conséquences dramatiques et commence d'ores et déjà à avoir des conséquences sur le retard, pour ne pas dire l'arrêt d'un certain nombre d'actions, de dispositions, parce que chacun attend de savoir quel sera le sort qui lui sera conféré. Et puis j'ajoute le hors GEMAPI, dont on parle peu, mais qui reste quand même un questionnement pour nous, dans la mesure où un certain nombre
de politique publique. On parlait par exemple des étiages, pour ne citer que ce phénomène-là. Voilà plus d'une heure que nous parlons de l'adaptation au changement climatique. Voilà que la question de la ressource, de sa gestion, de sa disponibilité, de ses différents usages. Le ministre fait référence au fait qu'il faut éviter à tout prix une guerre de l'eau, pour reprendre ces termes, et éviter comment envisager que, par exemple, l'étiage, mais il y en a d'autres, qui aujourd'hui ne figurent pas dans le spectre de ce que couvre la GEMAPI, soit d'une certaine manière des politiques publiques aujourd'hui orphelines. Et c'est d'autant plus dangereux aujourd'hui qu'elles le soient que, comme je le disais, les collectivités ont tendance à se replier, et c'est assez légitime, non seulement pour des raisons financières, mais on leur a même, à travers la remise en cause de la compétence générale, indiqué le chemin, qui est de se recroqueviller sur ce que sont leurs missions premières et régaliennes, ce qui est assez légitime. Nous prenons un risque, nous semble-t-il, en ne posant pas un regard aussi sur ces versants-là hors GEMAPI, à laisser ces politiques dans une forme d'abandon qui ensuite nécessitera vraisemblablement, si nous ne faisons rien, des plans de rattrapage parfois menés avec précipitation et pas forcément avec beaucoup d'efficacité. Donc, pour résumer, la déclaration de Malmort vise à reposer ces questions, à tenter de formuler un certain nombre de pistes de réponse et à dire notre entière disponibilité pour travailler auprès des autorités compétentes, à tenter d'apporter des réponses à ces questions qui nous paraissent des questions fondamentales si, comme l'a redit le Premier ministre, nous voulons atteindre un certain nombre d'objectifs. Il les a évoqués, je n'y reviens pas, nous les partageons tous. Et si, comme lui, et je ne doute pas de la sincérité qui est la sienne, ni de celle d'ailleurs de ses prédécesseurs, il est attaché au modèle français qui est celui de la gestion intégrée par bassin versant de l'eau. Et donc c'est tout le sens de ce texte qui, je dois le dire et je finirai là-dessus, n'est pas simplement l'œuvre de l'ANEB, de M. Langlais, M. Melessy ou quelques autres, mais a aussi constitué un travail beaucoup plus collectif. Voilà. Et donc, voilà le sens de cet appel aujourd'hui. Et donc, en tout cas, la philosophie à la fois qui est la sienne dans ce qu'il affirme, et en même temps la philosophie qui est la sienne dans ce qu'il souhaite, et notamment cette disponibilité dans le cadre de ces assises de l'eau, à travailler à apporter des réponses à ces différentes questions et à ces différentes propositions. Vous pouvez. Vous reconnaissez globalement dans la déclaration donc, de François de Rugy, mais vous notez un écart avec la réalité qui appelle à une prise en compte claire de besoins d'organisation, de planification et de